Ma famille m'a banni de la Réunion. Alors je les ai laissés entrer dans la maison de plage que je possédais en secret. Ils m'ont exclu de la réunion de famille après 10 ans de silence total. Ils ne savaient pas que j'avais racheté la villa. Leur visage, quand le réceptionniste à l'entrée a prononcé mon nom. C'était un moment que je n'oublierai jamais, un moment gravé dans ma mémoire avec la précision d'un diamant coupant le verre. Laissez-moi vous raconter comment c'est arrivé, comment j'ai orchestré le moment exact où leur monde de certitude arrogante s'est effondré comme un château de cartes. Mais avant de plonger dans les détails de cette histoire, de cette trahison familiale et de la justice que j'ai finalement obtenue, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. C'est une petite tradition que j'aime bien. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous. De Paris à Montréal, de Bruxelles à Papeete, c'est fascinant de voir à quel point nos histoires peuvent voyager et nous connecter. Et si ce genre de drame familial, où la justice finit par triompher, vous parle, n'oubliez pas de vous abonner, car vous n'allez pas en croire vos oreilles. Mon nom est Adeline. Et ma forteresse se trouve au 30e étage d'une tour de la Défense, à Paris. Une armure de verre et d'acier que j'ai méticuleusement construite au cours des 10 dernières années. Chaque matin, ma routine est la même, réveil à 5h30, sport, lecture de la presse économique, puis je m'enferme dans ce bureau suspendu au-dessus de la ville. Le monde à mes pieds. Un monde contrôlé, prévisible. Chaque diplôme encadré sur mon mur, chaque contrat à 7 chiffres que je négocie en tant que stratège d'entreprise, est une plaque de plus à cette armure. Une armure conçue pour une seule chose, me protéger du froid. Pas le froid de l'hiver parisien qui siffle contre les baies vitrées, mais un froid plus ancien, plus intime. Le froid du silence de ma propre famille. L'email est arrivé un mardi, à 14h32. Une heure précise, banale. J'étais en train de finaliser une présentation. L'objet était enjoué, presque désespéré à force de vouloir paraître chaleureux, Réunion Famille Martin, les Embruns 2025. Mon cœur a fait un bond, un sursaut douloureux qui a traversé mon armure comme si elle n'existait pas, les Embruns. La villa de notre enfance à Saint-Malo, sur la côte d'Émeraude. Le dernier endroit où j'avais vu mon père, Étienne, rire aux éclats, avant que l'AVC ne le frappe et ne le réduise au silence. La dernière fois que j'avais ressenti la chaleur d'un foyer. Je n'avais pas été invité. Pas cette année. Ni l'année d'avant. Ni aucune des 10 dernières années. L'email était une erreur, un transfert accidentel, probablement de la part d'une tante éloignée qui n'avait pas mis à jour sa liste de contacts. Une simple erreur administrative dans la grande bureaucratie de mon exclusion. J'aurais dû le supprimer. C'était la procédure. Le protocole que j'avais mis en place pour ma propre survie émotionnelle. Supprimer. Ignorer. Laisser la piqûre de l'exclusion s'estomper, la recouvrir d'une nouvelle couche de travail, d'un nouveau dossier complexe, d'une nouvelle nuit blanche passée à conquérir un marché. Mais cette fois, je n'ai pas pu. Ma souris a cliqué, comme mue par une volonté propre. La liste des participants s'est affichée. Ma sœur aînée, Mazarine, bien sûr. Son mari, leurs 2 enfants que je ne connaissais que par les photos de Noël parfaites qu'il postait. Mon oncle Hervé, avec son éternel chapeau de pêche ridicule. Même ma cousine lointaine qui m'avait volé un bijou de ma mère et l'avait nié effrontément. Tout le monde. Sauf moi. Pas de « Adeline ». Pas même une faute de frappe. Juste un vide là où mon nom aurait dû être. Un trou béant dans le tissu familial. Ce genre d'exclusion ne crie pas. Il fredonne. Un bourdonnement constant, silencieux, comme celui d'un vieux réfrigérateur dans une cuisine vide. On s'y habitue, jusqu'au jour où le silence soudain nous rappelle qu'il était là. Mon bureau dominait Paris. Une vue que j'avais gagnée à la sueur de mon front, une vue qui coûtait plus cher que la plupart des gens ne gagneraient en 10 ans. Mais à cet instant, la pièce était glaciale. Mon armure de verre et d'acier, mon succès professionnel, tout cela semblait si fragile, si inutile face à ce vide familial. Mon succès n'était pas une victoire. C'était un mécanisme de défense. Une forteresse que j'avais bâtie brique par brique, chaque brique étant un jour de plus où ils avaient oublié de m'appeler. Je m'apprêtais à fermer l'ordinateur, à appeler mon assistant pour un café, à me replonger dans une fusion-acquisition.
Mais la colère, cette vieille colère froide et familière, était différente cette fois. Elle n'était pas triste. Elle n'était pas résignée. Elle était précise. Chirurgicale. Au lieu de fermer la fenêtre, j'ai ouvert un nouvel onglet. Une impulsion. J'ai tapé le nom de la villa. Villa Les Embruns, Saint-Malo. Je ne savais pas encore que ce simple clic n'était pas la fin de ma douleur. C'était le début de ma stratégie. Ce que j'allais découvrir allait faire trembler les fondations même de ma forteresse et changer le cours de ma vie. Les premières images qui sont apparues étaient celles de mes souvenirs. La façade blanche de la villa, battue par les vents salés de la Manche. Les hortensias bleues que ma mère arrosait chaque matin, avant que tout ne change. Les remparts de Saint-Malo au loin, où mon père m'emmenait marcher en me racontant des histoires de corsaires, sa main chaude et rêche dans la mienne. L'odeur de la mer, mélangée à celle des galettes au beurre salé qui cuisaient dans la cuisine. Je me souviens d'un soir d'été, sur le porche, où mon père m'avait montré les constellations, la Grande Ourse, Cassiopée. Il disait que les étoiles étaient les souvenirs du ciel. Les Embruns, c'était plus qu'une maison. C'était ma constellation personnelle. C'était l'encre de ma vie. Et puis, je l'ai vu. Ce n'était pas un site de location saisonnière. Ce n'était pas le blog d'un touriste heureux. C'était une annonce immobilière. Sur un portail breton très local, discret, presque caché. À vendre, urgent. Cause départ. Le souffle m'a manqué. L'air dans mon bureau de luxe est devenu rare. Il vendait la maison. Il vendait la maison de mon père. Il vendait mon enfance, mes souvenirs, le dernier lien tangible qui me restait avec lui. Et il le faisait dans mon dos. Pas un appel. Pas un message. Pas même un « au fait, Adeline, nous avons décidé de tourner la page ». Rien. Le même silence. Mais cette fois, ce n'était plus un silence d'exclusion, c'était un silence de spoliation. Mes mains tremblaient légèrement. J'ai cliqué sur l'annonce. J'ai lu chaque mot, chaque détail. Le prix était étonnamment bas pour un tel emplacement sur la côte d'Émeraude. Vendeur motivé, précisait l'annonce. La description était clinique, impersonnelle. Villa de caractère, fort potentiel de rénovation, emplacement exceptionnel. Il ne vendait pas un foyer, il vendait des mètres carrés. Mais le détail le plus révélateur, le plus violent, était le nom du vendeur. Ce n'était pas « Famille Martin ». C'était « SCI Les Embruns ». SCI. Société civile immobilière. La mémoire est revenue, vive et amère. Bien sûr. Mazarine. Ma sœur aînée, si pragmatique, si organisée. Quelques mois après l'AVC de papa, alors qu'il était encore faible et confus à l'hôpital de Rennes, elle avait insisté pour simplifier la gestion du patrimoine. Elle avait dit que c'était pour protéger la maison des impôts, pour faciliter les choses, pour maman. Elle avait utilisé des mots compliqués, parlé de transmission, d'optimisation. J'avais protesté à l'époque, depuis Paris. J'avais dit qu'une SCI créait une distance, que la maison devait rester un foyer, pas une entité légale, pas un actif dans un portefeuille. Mais j'étais à Paris, la carriériste, et ma voix ne portait pas maman, dévastée par la maladie de papa, avait signé tout ce que Mazarine lui présentait. Laisse ta sœur gérer, Adeline, tu ne comprends rien à ces choses-là. Et maintenant, cette simplification servait à une chose, vendre la maison en secret, rapidement, et sans avoir besoin de ma signature, car je n'étais probablement qu'une associée minoritaire oubliée. Un nom sur un papier, aussi facile à ignorer qu'à rayer d'une liste d'invitations. La colère était si intense qu'elle en devenait froide, presque métallique. Ce n'était plus de la tristesse. C'était une rage calculée, une rage de stratège. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à ma bibliothèque. Là, posé sur une étagère, entre deux lourds manuels de droit des sociétés, se trouvait un morceau de granit rose, poli par la mer. Un souvenir de cette plage. Mon père me l'avait donné quand j'avais 9 ans. Sa voix m'est revenue, claire comme si c'était hier. Nous regardions les vagues s'écraser sur les rochers. Regarde, Adeline, m'avait-il dit. Mazarine, elle est comme les vagues. Bruyante, spectaculaire, elle veut toute l'attention. Mais elle s'écrase et repart.
Toi, tu es différente. Tu es la marée. Silencieuse. Patiente. Tu sembles te retirer, mais tu reviens toujours, plus fort, et rien ne peut t'arrêter. N'oublie jamais ça. J'ai serré la pierre dans ma main. La marée était en train de monter. Ils pensaient que j'étais parti. Ils pensaient m'avoir effacé. Ils étaient sur le point de découvrir que j'avais simplement attendu mon heure. Ils voulaient vendre les murs? J'allais racheter les fondations. Je n'ai pas appelé ma mère pour crier. Je n'ai pas renvoyé de message rageur à Mazarine. J'ai fait ce que je fais de mieux. J'ai commencé à travailler. J'ai pris mon téléphone. J'avais un appel crucial à passer. Pas à ma famille. À mon passé. Vous devez comprendre pourquoi j'ai construit cette armure. Vous devez comprendre d'où vient ce silence. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. On n'efface pas une fille de la famille en un seul geste. C'est un processus. C'est un art que ma sœur Mazarine maîtrise à la perfection, un empoison administré goutte à goutte, pendant des années. Quand l'AVC de mon père, Étienne, est survenu, j'ai tout lâché. J'ai annulé une négociation à Francfort, délégué mes dossiers les plus importants, et j'ai pris un congé sans solde de mon cabinet à Paris. J'ai pris le premier TGV pour Rennes. J'ai passé les 3 semaines suivantes sur une chaise inconfortable dans une chambre d'hôpital qui sentait l'antiseptique et la peur. Je lui lisais des passages de ses livres préférés sur les corsaires de Saint-Malo. Sa main, autrefois si forte, était inerte dans la mienne. Je lui parlais de mon travail, des marchés, de tout et de rien, juste pour remplir le silence. C'est moi qui étais là quand il a finalement réussi à prononcer « ma fille ». Ses yeux, pleins de larmes et de frustration, s'étaient accrochés aux miens. Dans ce regard, j'avais puisé une force que je ne soupçonnais pas. Où était Mazarine? Elle était là, bien sûr. Mais par intermittence, comme une actrice invitée dans sa propre tragédie. Elle arrivait, les yeux rougis, parlait fort aux infirmières, exigeait de voir les médecins. Elle prenait des selfies, courageux, dans le couloir de l'hôpital, avec une légende poignante sur la fragilité de la vie, et repartait au bout d'1 heure en disant qu'elle était trop submergée par l'émotion. Je ne supporte pas de le voir comme ça, Adeline, tu comprends, c'est trop dur pour moi. Elle me laissait avec la dure réalité pendant qu'elle allait gérer sa douleur en faisant du shopping. Où était ma mère? Elle était perdue. Dévastée. Elle restait assise dans le salon de la maison de Rennes, regardant dans le vide, incapable d'affronter la réalité de l'hôpital. Mazarine l'encourageait dans cette voie. Reste à la maison, maman, je gère. Adeline va s'en occuper, elle a l'habitude d'être seule. Elle est plus forte que nous, tu sais. Ce n'était pas un compliment. C'était une condamnation. J'étais la forte, donc je n'avais pas besoin de soutien. Après l'hôpital, ce fut la rééducation. J'ai payé les meilleures cliniques de ma poche, des dizaines de milliers d'euros. Mazarine, elle, organisait un gala de charité pour la recherche sur les AVC. Elle a récolté 5 000 euros, a fait la une du journal local et a gardé la gloire. Un soir, j'étais au téléphone avec la clinique, discutant d'une facture impayée, pendant que je voyais sur Internet les photos de ma sœur souriant sous les flashs des photographes. Je payais les factures. Elle récoltait les applaudissements. Quand j'ai osé demander à maman de voir les papiers de la SCI, juste pour comprendre, elle m'a regardé avec méfiance, comme si je venais réclamer de l'argent. Laisse Mazarine gérer ça, Adeline. Elle sait ce qu'elle fait. Toi, tu es si agressive avec ces choses-là. Concentre-toi sur ta grande carrière à Paris. Nous, on gère les vrais problèmes ici. Les vrais problèmes. J'étais devenu un problème financier, une menace. J'ai cessé de demander. J'ai cessé d'essayer. Je suis retourné à Paris. J'ai construit mon armure. Et puis, il y a eu le coup de grâce. Il y a 5 ans. C'était l'anniversaire de mariage de mes parents. Papa allait un peu mieux, il pouvait marcher avec une canne. J'avais pris le train, juste pour la journée, avec un cadeau hors de prix. Nous étions sur la plage, devant les embruns. C'était une belle journée d'automne. J'ai pris une photo. Maman, papa et Mazarine, riant face à la mer. Un moment de grâce fragile.
C'est moi qui ai réussi à faire rire papa. La semaine suivante, Mazarine l'a posté sur Facebook. Merveilleux moment en famille pour l'anniversaire de papa et maman. Tellement précieux. Mais ce n'était pas ma photo. C'était presque ma photo. Elle m'avait découpé. J'étais là, à l'origine. Sur la gauche de la photo, ma main sur l'épaule de mon père. Dans sa version, la photo s'arrêtait net à l'épaule de mon père. J'avais disparu. Effacé. J'ai regardé l'image, le souffle coupé. Sous la photo, une cousine avait commenté « Dommage qu'Adeline ne soit jamais là pour ces moments ». Et Mazarine avait répondu « Je sais. Sa carrière à Paris lui prend tout son temps. C'est triste, mais c'est son choix. Mon choix. » Ce jour-là, quelque chose s'est brisé. J'ai compris que je ne me battais pas contre une incompréhension. Je me battais contre un récit. Une histoire que Mazarine écrivait depuis des années, dans laquelle j'étais la fille froide, absente et carriériste, et elle, la fille dévouée et sensible. J'ai cessé de me battre. J'ai cessé d'appeler. J'ai laissé leur silence gagner. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à cet email. Jusqu'à cette annonce de vente. Ils avaient oublié une chose. J'étais peut-être découpée de la photo, mais j'avais gardé des contacts. Et l'un d'eux était le seul homme que mon père respectait plus que tout, son propre avocat, Maître Dubois. J'ai d'abord appelé Faustine, ma vieille amie d'université, aujourd'hui une redoutable juriste à Rennes. Faustine, j'ai dit, sans préambule, j'ai besoin que tu me trouves les statuts et les comptes de la SCI Les Embruns. Et vite. Elle n'a pas posé de questions. Elle savait. Elle avait été là pendant l'enterrement de mon père, elle avait vu comment Mazarine me traitait, me tenant à l'écart, murmurant au cousin que j'étais seulement venue pour l'héritage. Donne-moi 1 heure, a-t-elle simplement répondu. Je plonge dans les registres. Ensuite, j'ai composé le numéro de Maître Dubois. Un vieux numéro que j'avais gardé précieusement dans mon répertoire, en cas d'urgence. Il a décroché à la 2e sonnerie, sa voix grave et rassurante inchangée. Son bureau était à Rennes, un endroit rempli de vieux livres, qui sentait le papier et la cire, un havre de paix et de raison. Maître Dubois. C'est Adeline Martin. La fille d'Étienne. Il y eut un silence. Puis, un soupir chaleureux. Adeline. Quelle surprise. Votre voix, elle ressemble tellement à celle de votre père à la fin. Plus douce, mais tout aussi déterminée. La dernière fois que je vous ai vu, vous étiez une jeune femme en colère contre le monde. J'espère que le monde a été plus juste avec vous depuis. Que puis-je faire pour vous? Je lui ai tout expliqué. L'email d'exclusion. L'annonce de vente. La SCI. Ma peur qu'ils vendent la maison. Il m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il a laissé passer un long moment. Adeline, a-t-il commencé, votre père était un homme brillant. Il n'était pas un homme d'affaires, mais il comprenait les gens. Et il vous voyait. Il voyait tout. Il voyait la marée en vous. Que voulez-vous dire, maître? Quand votre sœur a insisté pour créer cette SCI, votre père s'y est opposé. Il m'a appelé, inquiet. Il disait, Mazarine veut mettre l'âme de notre famille dans une boîte administrative. Mais il était fatigué, malade. Et votre mère, elle subissait l'influence de Mazarine. Alors il a cédé. Mais il a cédé à ses conditions. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Mazarine voulait 100% des parts de gestion, continua Maître Dubois. Votre père a négocié. Il a accepté qu'elle soit la gérante unique, avec 51% des parts. Mais il a exigé que les 49% restants vous reviennent, à vous. Mazarine a ri, disant que 49% sans pouvoir de gestion ne valait rien. Elle pensait que c'était un caprice de vieil homme, une façon de vous donner un os à ronger. Mais ce n'était pas un caprice, n'est-ce pas? Non. C'était de la stratégie pure. C'était du Étienne tout craché. Il a exigé la signature d'un document en parallèle des statuts. Un pacte d'associés. Un document secret, que j'ai en ma possession, ici, dans mon coffre. Mazarine l'a signé sans le lire, pressée d'obtenir ce qu'elle voulait. Elle a dû penser que c'était une formalité sans importance.
Que dit ce pacte, maître? Il dit, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix, que Mazarine, en tant que gérante, a l'obligation de maintenir le bien en bon état et d'être à jour de toutes les charges et taxes. S'il était prouvé qu'elle laissait le bien se dégrader, ou qu'elle accumulait des dettes, cela constituerait une faute de gestion grave. Point. Il marqua une pause, pour laisser le poids des mots s'installer. Et en cas de faute de gestion grave, l'associé minoritaire, c'est-à-dire vous, aurait le droit irrévocable de racheter la totalité des parts de la gérante pour un prix symbolique. Quel prix symbolique? 1 euro. Adeline, votre père vous a laissé la clé. Il a vu la vague arriver, et il a construit une digue. Mazarine pense qu'elle vend une maison. Mais elle ne vend rien du tout si elle a commis une faute. À cet instant précis, mon téléphone a vibré. Un email de Faustine. En pièces jointes, les relevés du cadastre et du registre du commerce. Le titre de l'email disait juste « Jackpot ». Mon souffle s'est coupé. « Maître, dis-je, la voix tremblante. Je crois que nous l'avons. Faustine vient de m'envoyer les relevés. Ils n'ont pas payé la taxe foncière depuis 2 ans. L'assurance habitation a été résiliée le mois dernier pour non-paiement. La dette fiscale s'élève à plus de 8 000 euros. Un long silence. Puis la voix de Maître Dubois, tranchante comme une lame. Votre père avait raison. La marée monte. Mademoiselle Martin, Mazarine vient de perdre la maison. Ce n'était pas une vengeance. C'était une exécution de contrat. Mon père avait laissé une bombe à retardement, et Mazarine venait de marcher dessus. L'horloge tournait. Nous devons agir, et nous devons agir vite, ai-je dit, mon cerveau de stratège reprenant le dessus sur l'émotion. Mon chagrin s'était transformé en une énergie glaciale et précise. Mazarine ne vend pas par plaisir, elle vend par urgence. Si elle est endettée à ce point, c'est qu'elle a un acheteur, et qu'elle est prête à signer n'importe quoi. Vous avez raison, répondit Maître Dubois. Il faut signifier la faute de gestion avant qu'elle ne signe un compromis de vente. Si elle signe avant, les choses se compliquent. Un tiers de bonne foi serait impliqué, et la procédure serait beaucoup plus longue et coûteuse. Je prends le premier TGV pour Rennes. Je peux être à votre bureau demain matin à 9 h. Je vous attendrai. Préparez-vous, Adeline. Ce sera intense. Le trajet en train de Paris à Rennes a été le plus long de ma vie. Je n'ai pas regardé le paysage flou de la campagne française. Assise dans le silence climatisé de la première classe, j'ai passé 3 heures sur mon ordinateur portable, épluchant chaque ligne des documents que Faustine m'avait envoyés. La négligence de Mazarine était stupéfiante. Elle avait laissé la maison à l'abandon, traitant le patrimoine familial comme un fardeau, tout en postant des photos nostalgiques de « notre cher foyer » sur les réseaux sociaux. L'hypocrisie était totale. Des photos de la cheminée en hiver, alors que le ramonage n'avait pas été fait depuis 3 ans. Des photos des hortensias en été, alors que la facture du jardinier était impayée depuis des mois. Mais une nouvelle information, découverte par Faustine grâce à un contact à l'urbanisme, a fait monter la pression d'un cran. Adeline, m'a-t-elle dit au téléphone, sa voix tendue, c'est pire que ce que je pensais. L'acheteur n'est pas un particulier. C'est un grand groupe hôtelier. Ils ont obtenu un permis de construire. Ils ne veulent pas la villa. Ils veulent le terrain. Ils vont la raser. Raser. Le mot a résonné dans ma tête. Ils allaient détruire la maison de mon père. La maison où j'avais grandi. Pour la remplacer par un hôtel de luxe sans âme, un de ces cubes de verre et de béton qui défigurent la côte. La colère s'est transformée en une urgence brûlante. Il ne s'agissait plus de moi, ni même de Mazarine. Il s'agissait de sauver la mémoire de mon père. De sauver l'âme de notre famille, même si la famille elle-même était en ruine. Qu'en signe-t-il, ai-je demandé, ma voix basse. J'ai mes sources, dit Faustine. Mazarine organise la réunion de famille ce week-end pour une raison. C'est une couverture. Elle doit rencontrer les promoteurs vendredi soir, à la villa, pour signer le compromis de vente et fêter ça. Elle veut leur montrer la vue magnifique une dernière fois. Vendredi soir. J'avais moins de 48 heures. Le jeudi matin, à 9 h précises, j'étais dans le bureau de Maître Dubois. C'était un homme digne, aux cheveux blancs,
avec les yeux vifs de mon père. Il avait préparé tous les documents. La procédure est simple, mais elle doit être impeccable, m'a-t-il expliqué. 1. Nous envoyons un huissier de justice à Mazarine pour lui signifier officiellement la faute de gestion, conformément au pacte d'associés. 2. Au même moment, nous déposons au greffe du tribunal de commerce l'acte de cession forcée de ses parts. 3. Vous virez la somme de 1 euro sur le compte de la SCI. Un huissier? Elle saura ce que je fais, ai-je dit, nerveuse. Elle le saura, oui. Mais il sera trop tard. L'acte de l'huissier est immédiat. À l'instant où il lui remettra le document, elle ne sera plus gérante. Et vous serez la propriétaire de 100% des parts. Nous avons passé la journée de jeudi dans une tension électrique. C'était comme une de mes salles de crise avant une OPA hostile. Maître Dubois au téléphone avec l'huissier, moi avec la banque pour préparer le virement. Faustine montait la garde, surveillant les moindres mouvements de Mazarine. Nous avons même failli tout perdre quand la banque a bloqué le virement de 1 euro, le considérant comme suspect. J'ai dû passer 30 minutes au téléphone avec un conseiller pour lui expliquer que non, je n'étais pas folle, et que 7 euros était probablement le plus important de ma vie. Vendredi matin. Le jour J. L'huissier était en route pour la maison de Mazarine à Rennes. Nous étions au greffe du tribunal. Mon cœur battait à tout rompre. À 10 heures, l'huissier a appelé. Document remis en main propre. Elle n'a pas l'air d'avoir compris ce que c'était. Elle a signé le reçu en souriant, pensant que c'était pour la vente. À 10h01, Maître Dubois a déposé les actes. À 10h02, j'ai reçu la confirmation, virement de 1 euro effectué. Un long silence s'est installé dans le bureau. Puis, Maître Dubois a rangé ses dossiers. Il m'a regardé, un sourire triste aux lèvres. C'est fait, mademoiselle Martin. Vous êtes officiellement la propriétaire secrète de Les Embruns. J'ai pris ma voiture de location. J'avais un rendez-vous à Saint-Malo. Je suis arrivée à Saint-Malo en début d'après-midi. Le ciel était bas, d'un gris typiquement breton, lourd de promesses de pluie. Le vent de la mer me fouettait le visage, salé, familier. Un vent qui vous nettoie les poumons et les idées. J'ai conduit jusqu'à la villa. Elle était là, exactement comme dans mes souvenirs, mais plus petite. Plus fatiguée. Comme une vieille dame qui a renoncé à se battre. Les volets bleus étaient délavés, écaillés par le sel. Le jardin en friche, les mauvaises herbes étouffant les hortensias de ma mère. La négligence de Mazarine était visible à l'œil nu, c'était une insulte à la mémoire de mon père. J'ai utilisé ma vieille clé. Elle rentrait toujours dans la serrure. J'ai poussé la lourde porte en chêne. L'intérieur était froid. Froid et vide. Il y avait une odeur de poussière et d'humidité, de temps arrêtés. Les meubles étaient recouverts de draps blancs, comme une maison en deuil, attendant des funérailles qui n'arrivaient jamais. Et soudain, l'adrénaline de la bataille juridique est retombée. Mon armure de stratège s'est fissurée. Je me suis assise sur les marches de l'escalier, dans le grand hall silencieux. Le silence était total, oppressant. Et je n'étais plus la femme puissante de la défense. J'étais juste Adeline. La petite fille qu'on n'invitait pas. La fille qu'on découpait des photos. Une vague de doute m'a submergée. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'avais gagné. J'avais la maison. Mais pourquoi faire? Pour me tenir ici, seule, dans une maison vide pleine de fantômes? Étais-je en train de devenir comme elle? Froide, calculatrice, obsédée par la propriété et les contrats? La victoire avait un goût de cendre. Ma gorge était sèche. Dans ma tête, j'entendais la voix de Mazarine, méprisante. Tu vois, tu es aussi cupide que moi. Tout ça pour une maison. J'entendais ma mère. Pourquoi tu fais toujours des histoires, Adeline? J'ai sorti mon téléphone. J'ai failli appeler Mazarine. J'ai failli lui dire, prends-la. Vends-la. Je m'en fiche. Je veux juste que ça s'arrête. Je voulais la paix. Même si c'était la paix de la défaite. Et puis, mon regard s'est posé sur la cheminée du salon. Au-dessus, il y avait la seule chose que Mazarine n'avait pas décrochée. Une vieille photo encadrée. Mon père et moi, sur un bateau,
moi portant un ciré jaune bien trop grand. Il riait, et je tenais la barre, fier comme un capitaine. Je me souviens de ce jour-là. Il m'avait dit, c'est toi le capitaine de ta vie, Adeline. Ne laisse jamais personne d'autre tenir la barre. J'ai touché le verre froid. Tu es la marée, Adeline. La tristesse s'est retirée, et la détermination est revenue. Mais ce n'était plus de la colère. C'était, de la justice. De la loyauté. Je ne faisais pas ça pour me venger d'elle. Je le faisais pour le protéger, lui. Pour protéger son héritage, sa mémoire, de sa propre fille. Je le faisais pour sauver cette maison de la destruction. Pour honorer sa dernière volonté stratégique. Ma colonne vertébrale s'est redressée. La stratège était de retour. Il n'y aurait pas de confrontation violente. Pas de cris. J'allais organiser une scène. Une révélation. J'allais utiliser les propres outils de Mazarine, la mise en scène, l'apparence, le choc contre elle. J'ai passé les 2 heures suivantes au téléphone. J'ai appelé le meilleur service de conciergerie de Saint-Malo. J'ai besoin d'un réceptionniste impeccable. Bilingue. Costume cravate. Pour ce soir, de 18h à 21h. Une mission très spéciale. Discrétion absolue. J'ai appelé un fleuriste. Livrez-moi 3 grands bouquets de lys blanc. Tout de suite. À la Villa Les Embruns. J'ai appelé un traiteur. Une bouteille de Bollinger, au frais. Et des verres. Pour 18h30. À 17h, la maison était transformée. Les draps étaient enlevés. Le feu crépitait dans la cheminée. Les lys embaumaient le hall. Le champagne attendait sur un plateau d'argent. Le jeune homme de la conciergerie est arrivé. Il s'appelait Thomas, un étudiant élégant et intelligent. Je lui ai donné ses instructions. Vous vous tenez ici, derrière cette table que nous allons transformer en réception. Vous aurez cette tablette. Il n'y a qu'un seul nom sur la liste des invités, le mien. Quoi qu'ils disent, vous restez calme, professionnel, et vous suivez le script. Je lui ai donné son script. Il l'a lu, a haussé un sourcil, puis a souri. Ce sera un plaisir, madame. J'ai toujours voulu jouer dans un film. À 18h, j'avais fait changer le barillet de la porte d'entrée. Un détail, mais un détail crucial. Puis j'ai garé ma voiture de location dans une petite rue adjacente, là où je pouvais voir l'entrée sans être vu. Le piège était tendu. Il n'était pas cruel. Il était simplement, juste. À 18h30, pile à l'heure, l'Audi Q7 de Mazarine s'est garé dans l'allée. Le spectacle pouvait commencer. Ils sont sortis de la voiture, bruyants et sur deux. Une cascade de rires forcés et de plaintes sur le vent. Mazarine en tête, vêtue d'un manteau de créateur qui devait valoir le prix de ma première voiture. Elle parlait fort dans son téléphone, donnant des instructions à quelqu'un. Son mari, l'air fatigué, traînait les valises. Ma mère suivait, emmitouflée dans une écharpe, l'air un peu perdu, mais souriant poliment. Et l'oncle Hervé, toujours avec ce ridicule chapeau de pêche, comme s'il s'attendait à ce que des poissons sautent de l'océan directement dans sa poche. « Dépêchez-vous » lançait Mazarine à son mari, sans même le regarder. « Les promoteurs arrivent dans 1 heure pour signer, je veux qu'on ait bu le champagne avant. Il faut que l'ambiance soit parfaite. » J'ai serré le volant de ma voiture. Alors c'était bien ça. Elle allait signer la condamnation de la maison ce soir même. Mon timing avait été parfait. La marée arrivait juste à temps pour empêcher le pillage. Ils ont gravi les marches. Mazarine a sorti sa clé, un grand porte-clés clinquant à la main. Elle l'a mise dans la serrure. Elle a tourné. Rien. Le métal a grincé contre le nouveau barillet. Elle a froncé les sourcils. A réessayé, plus brutalement. La serrure ne bougeait pas. C'est ridicule, s'est-elle exclamée, sa voix montant d'une octave. Cette satanée serrure est encore coincée. Hervé, fais quelque chose. L'oncle Hervé s'est approché, a secoué la poignée sans conviction. Mazarine, perdant patience, a commencé à frapper à la porte. Des coups secs, impérieux. Thomas ? Thomas ? Tu es là ?
J'avais demandé que tout soit prêt. La porte s'est ouverte. Le jeune réceptionniste, Thomas, se tenait sur le seuil. Impeccable dans son costume sombre, les mains jointes devant lui. L'incarnation du calme professionnel. Mazarine apparut surprise. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Où est Thomas, le gardien? » « Bonsoir, madame, dit Thomas d'une voix posée, ignorant ses questions. « Je suis le réceptionniste. Bienvenue à la Villa Les Embruns. Puis-je avoir votre nom pour la réservation, s'il vous plaît? » Il y eut un silence glacial. Seul le bruit du vent et des vagues se faisait entendre. Mazarine a éclaté d'un rire nerveux, presque méprisant. Un rire destiné à le rabaisser. « Une réservation? Mon petit, vous n'avez pas compris. Nous n'avons pas de réservation. Nous possédons cet endroit. C'est notre maison. » Elle a tenté de le bousculer pour entrer. Thomas n'a pas bougé d'un centimètre. Il a levé sa tablette d'un geste calme, créant une barrière polie mais infranchissable. « Je suis désolé, madame. Mais mes dossiers indiquent que la villa est entièrement réservée pour un événement privé ce soir. Au nom de mademoiselle Adeline Martin. » Le nom. Mon nom. L'effet a été instantané. C'était comme jeter un seau d'eau glacée sur eux. Ma mère a porté la main à sa bouche. Ses yeux se sont écarquillés. Adeline? L'oncle Hervé a retiré son chapeau, comme s'il entrait dans une église. Mazarine. Son visage. Son beau visage arrogant est passé de l'agacement, à l'incompréhension, puis à une fureur blanche. Ses joues se sont empourprées. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Adeline? Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Elle n'est même pas invitée, a-t-elle craché, sa voix devenant stridente. Je suis au regret de vous contredire, madame, a poursuivi Thomas, imperturbable, son ton neutre rendant la situation encore plus surréaliste. En fait, mes dossiers indiquent que c'est mademoiselle Adeline Martin qui est la seule et unique propriétaire de cette résidence. C'est impossible. C'est un mensonge. J'ai les papiers, c'est ma SCI. Vous allez me laisser entrer, sinon j'appelle la police. Je crois que vous parlez de cette SCI. C'était mon signal. Je suis sorti de l'ombre du couloir, tenant une flûte de champagne. La lumière chaude du feu dans la cheminée dansait sur les murs. J'ai marché lentement vers eux, mes talons claquant sur le carrelage ancien. Je leur ai adressé mon sourire le plus professionnel, celui que je réserve aux négociations hostiles. Bonsoir, Mazarine. Bonsoir, maman. Oncle Hervé. J'espère que vous avez fait bonne route. Le vent est terrible sur la côte, n'est-ce pas? Mazarine m'a dévisagé comme si elle voyait un fantôme. Adeline? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dis-je en m'approchant lentement, que tu n'aurais pas dû oublier de payer la taxe foncière. Ni l'assurance. Je me suis tournée vers Thomas. Thomas, merci. Ces personnes sont de ma famille, mais elles ne sont pas sur la liste des invités. Les promoteurs qui doivent arriver, eux non plus. Vous pouvez leur dire que la vente est annulée. Toi? Mazarine tremblait de rage. Comment as-tu osé? Moi? J'ai levé un sourcil. Comment ai-je osé quoi? Protéger l'héritage de papa? Le pacte d'associés, Mazarine. Tu aurais dû le lire. Je me suis approché d'elle, mon sourire ne faiblissant pas. Tu as été démise de tes fonctions de gérante ce matin à 10 heures, pour faute de gestion grave. J'ai racheté tes parts. Pour 1 euro symbolique. C'est écrit noir sur blanc. Je me suis retourné vers ma mère, dont les yeux s'emplissaient de larmes de confusion. Bienvenue chez moi, maman. Dommage que vous ne puissiez pas rester. Le choc sur leur visage était ma première victoire. Mais je connais ma sœur. Elle ne tombe jamais sans entraîner les autres dans sa chute. La vraie tempête se préparait. Ils sont partis sans un mot de plus. Mazarine a saisi le bras de ma mère et l'a pratiquement traînée jusqu'à la voiture. Son silence était plus terrifiant que des cris. C'était le silence d'une prédatrice qui recule pour mieux sauter. Leurs valises sont restées sur le perron, comme des monuments à leur arrogance déchue. Thomas s'est chargé de les mettre sur le trottoir.
Les promoteurs, arrivés 20 minutes plus tard dans une berline allemande, ont trouvé porte close et ont été poliment éconduits par mon impeccable réceptionniste. La vente a été annulée par la nouvelle propriétaire, leur a-t-il simplement dit. J'ai passé la nuit seule dans la grande maison, le feu crépitant, le champagne ayant un goût de victoire froide. Je n'ai pas dormi. J'ai attendu. Je ne me faisais aucune illusion. Ce n'était que le premier round. Mazarine est une mauvaise perdante. Et une mauvaise perdante avec de l'influence est dangereuse. La riposte n'a pas tardé. Elle n'est pas venue sous la forme d'un appel téléphonique enragé. Mazarine est plus intelligente que ça. Elle a attaqué là où ça fait mal, en utilisant les armes qu'elle maîtrise le mieux, l'opinion publique et la diffamation. Le samedi matin, mon téléphone a explosé. Faustine m'a envoyé un lien. Un article sur le site d'un journal local de Bretagne, le Phare de l'Ouest. Le titre, Drame familial à Saint-Malo, une héritière parisienne évince sa famille de la maison de vacances grâce à une faille juridique. L'article était une œuvre d'art de manipulation. Il citait une source proche de la famille, je pouvais presque entendre la voix de Mazarine, qui décrivait une sœur aînée dévouée, elle, essayant de gérer un patrimoine familial compliqué après la terrible maladie de son père, et une sœur cadette, moi, froide et distante, qui aurait profité d'un moment de faiblesse pour voler la maison familiale en utilisant un obscur jargon juridique. L'article insinuait que j'avais manipulé mon père malade. Il me dépeignait comme une avocate d'affaires sans cœur, une carriériste de la défense, qui ne reculait devant rien pour satisfaire sa cupidité. L'article était illustré par une photo de moi prise à un gala professionnel, où je souriais, l'air glacial et triomphant. À côté, une photo de Mazarine, l'air triste et digne. La propagande était parfaite. C'était douloureux. Mais ce n'était rien comparé à ce qui est arrivé le lundi matin. J'étais de retour à mon bureau à Paris. Mon assistante m'a intercepté avant que j'entre en réunion. Adeline, le PDG veut vous voir. Tout de suite. Et, la DRH est avec lui. Mon sang s'est glacé. C'était du jamais vu. Mon PDG, un homme qui ne communiquait que par email laconique, ne me convoquait jamais. Je suis entré dans son bureau. L'ambiance était électrique. La directrice des ressources humaines m'a tendu une feuille de papier, sans un mot. C'était une lettre. Anonyme. Imprimée. La lettre décrivait en détail comment j'avais, frauduleusement, pris le contrôle de la SCI de ma famille. Elle utilisait des termes comme abus de faiblesse, manipulation de personnes vulnérables, en parlant de mon père, conflit d'intérêts. Mais le pire était la conclusion. Si mademoiselle Martin est capable de faire cela à sa propre mère et à sa propre sœur malade d'inquiétude, qu'est-elle capable de faire à vos clients? Sa moralité est douteuse et elle représente un risque pour la réputation de votre entreprise. Je vous écris en tant qu'ami de la famille, horrifié par ses agissements. Mazarine. Elle ne voulait pas seulement la maison. Elle ne voulait pas seulement l'argent. Elle voulait me détruire. Elle voulait briser mon armure, faire s'effondrer ma forteresse. Elle attaquait mon gagne-pain, ma réputation, tout ce que j'avais construit pour survivre à son exclusion. Elle savait que mon travail, mon intégrité, était la seule chose qu'il n'avait jamais pu me prendre. Et elle voulait me le prendre aussi. Mon PDG m'a regardé, son visage impénétrable. Adeline. J'ai besoin d'une explication. Et elle a intérêt à être bonne. Nous avons des clauses de moralité dans nos contrats. Vous le savez. Le sol semblait se dérober sous mes pieds. Pour la première fois depuis des années, mon armure était percée. C'était un coup bas, même pour elle. Elle avait oublié avec qui elle avait affaire. Je ne suis pas stratège pour rien. J'avais un dossier. Et il était temps de l'ouvrir. Je suis resté parfaitement immobile. J'ai regardé mon PDG, puis la DRH. J'ai pris une grande inspiration, non pas de panique, mais de concentration. Le moment que je redoutais, la collision entre ma vie professionnelle et mon drame familial, était arrivé. Dans ma tête, j'entendais la voix de mon père, la marée ne panique pas. Elle monte. Merci de m'avoir reçu, ai-je commencé, ma voix calme et mesurée, un contraste frappant avec le chaos qui régnait en moi.
Ce que vous avez là est une tentative de diffamation orchestrée par ma sœur, suite à un litige privé que j'ai remporté légalement la semaine dernière. La DRH a froncé les sourcils. Adeline, ce sont des accusations très graves. Abus de faiblesse? Ce n'est pas anodin. Permettez-moi, l'ai-je interrompu poliment. Je ne suis pas une stratège pour rien. Je n'avance jamais sans preuve. J'anticipe toujours les mouvements de l'adversaire. Donnez-moi 15 minutes. Sans attendre leur réponse, j'ai fait demi-tour. Je suis retourné à mon bureau, j'ai fermé la porte, et j'ai ouvert mon coffre-fort personnel numérique. Le dossier que j'avais nommé « Assurance Vie ». Un dossier que j'alimentais depuis des années, chaque fois que Mazarine laissait une trace écrite de sa duplicité. J'ai préparé 2 emails. 2 contre-attaques chirurgicales. Le premier était destiné à mon PDG, à la DRH et au service juridique de mon entreprise. L'objet était « Réponse T transparence, litige familial Martin ». Dans cet email, j'ai tout exposé. Froidement. Point par point. Comme dans un rapport d'audit. La création de la SCI par ma sœur. La copie certifiée du pacte d'associés signé par mon père, prouvant sa pleine lucidité et son intention de me protéger. J'ai surligné la clause de faute de gestion. Les preuves irréfutables de la faute de gestion, les relevés du centre des impôts prouvant les 2 ans de taxes foncières impayées, plus de 8 000 €, et la lettre de résiliation de l'assurance. L'acte officiel de l'huissier et le récépissé du greffe du tribunal de commerce, prouvant la légalité totale de la cession de parts pour 1 €. J'ai conclu, ce n'est pas un abus de faiblesse. C'est l'exécution d'un contrat visant à protéger un bien familial de la négligence et d'une vente destructrice imminente à un promoteur. L'attaque de ma sœur est la réaction d'une personne prise en faute, qui tente de transformer un problème juridique et financier en un problème de moralité. Je joins ces documents pour prouver ma transparence et mon intégrité. Je reste à votre disposition pour toute question. En 1 heure, j'avais transformé une accusation de moralité douteuse en une démonstration de gestion de crise impeccable. Mon PDG m'a répondu par un simple email, Adeline. Merci pour cette clarification. Excellent travail de documentation. L'incident est clos. Revenons à nos affaires. Le 2e email était pour Mazarine. Mais je ne l'ai pas renvoyé moi-même. Je l'ai fait envoyer par Maître Dubois. C'était plus officiel. Plus intimidant. Il était destiné à la rédaction du Phare de l'Ouest et à Mazarine, en copie. Il était court, précis et dévastateur. Madame, monsieur, suite à votre article diffamatoire, nous vous mettons en demeure de le retirer sous 24 heures et de publier un rectificatif. À défaut, une plainte pour diffamation sera déposée, avec demande de dommages et intérêts. Pour votre information, et celle du tribunal compétent, veuillez trouver ci-joint. Une copie du pacte d'associés. Une attestation médicale datant de la signature, prouvant la pleine capacité mentale de Monsieur Étienne Martin. Un enregistrement audio d'un message vocal laissé par Madame Mazarine à un membre de la famille, où elle déclare « C'est bon, papa a signé le truc de la SCI, il ne comprend rien de toute façon. La maison est à moi. » Un extrait vidéo d'un appel avec Monsieur Martin, où il déclare « J'ai fait ça pour te protéger, Adeline. C'est toi, la marée. Tu dois protéger la maison de la vague. Cordialement, Maître Dubois. » L'article a été retiré dans l'heure. Mon travail était en sécurité. Mazarine avait perdu sur le terrain médiatique et professionnel. Je savais qu'il ne lui restait qu'un seul endroit où aller. Le dernier refuge des gens comme elle, quand ils ont épuisé toutes les manipulations. Le tribunal. Elle n'a pas déçu. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une assignation. Mazarine m'attaquait en justice. Elle demandait l'annulation de la cession de parts, plaidant l'abus de faiblesse sur notre père et l'extorsion sur elle-même. C'était audacieux. C'était du Mazarine tout craché. Ne jamais admettre, toujours attaquer. Le jour de l'audience, le petit tribunal de Saint-Malo était plein. Mazarine avait rameuté tous les cousins et tantes, jouant son rôle de victime à la perfection. Elle portait du noir, un foulard de soie cachant sa gorge, comme si elle était en deuil. Elle était en larmes avant même l'ouverture de la séance. Ma mère était assise à côté d'elle,
le visage fermé, un pion dans le jeu de ma sœur, son silence étant une forme de complicité. Je suis arrivé seul. Vêtu d'un tailleur pantalon bleu marine. L'armure. Maître Dubois m'attendait, calme et digne. Il a posé sa main sur mon épaule. Votre père est avec nous aujourd'hui, a-t-il murmuré. L'avocat de Mazarine a commencé. C'était un spectacle. Un jeune loup aux dents longues, tout droit sorti de Paris. Il a parlé de l'amour d'une fille dévouée, Mazarine, de la douleur d'une mère éplorée, maman, et de la froideur calculatrice d'une financière parisienne, moi. Il a peint un tableau où j'avais profité d'un moment de deuil pour dépouiller ma famille de son unique bien de valeur sentimentale. Il a presque réussi à me faire croire que j'étais le monstre. Quand ce fut notre tour, Maître Dubois s'est levé lentement. Il n'a pas élevé la voix. Madame la Présidente, a-t-il dit d'une voix qui emplissait la salle. Nous n'allons pas nous perdre en émotions. Nous allons parler de faits. Et de droit. Il a présenté le pacte d'associés. Il a présenté les preuves de la dette fiscale de plus de 8 000 €. Il a présenté l'acte de l'huissier. La loi est claire, Madame la Présidente. Le pacte est un contrat. La faute de gestion est prouvée. La sanction, le rachat à 1 €, est contractuelle. Ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question de respect des engagements signés. L'avocat de Mazarine a bondi. Mais c'est de l'extorsion. Ce pacte a été signé sous la contrainte. Mon client, Monsieur Martin, était diminué, influençable. Maître Dubois m'a regardé. J'ai hoché la tête. C'était le moment. Diminué, a repris Maître Dubois. J'aimerais produire notre dernière pièce. Un enregistrement vidéo, fait par ma cliente, quelques jours après la signature du pacte, avec l'accord de Monsieur Martin. Un silence s'est abattu sur le tribunal. La greffière a installé l'équipement. La vidéo a été projetée sur l'écran mural. C'était mon père. Il était dans son fauteuil, à l'hôpital de Rennes. Il était fatigué, sa parole était lente, mais ses yeux étaient d'une lucidité perçante. On m'entendait, hors champ. Papa, tu es sûr pour le pacte? Mazarine est furieuse. Et la voix de mon père, lente mais forte, a rempli le tribunal. Je suis, plus que sûr. C'est ma police d'assurance. Mazarine, elle voit l'argent. Elle ne voit pas l'âme. La maison, Adeline, c'est l'âme. J'ai mis 49% à ton nom, pour que tu la protèges. Contre elle, s'il le faut. Tu es la marée. N'oublie jamais. La vidéo s'est terminée. Personne n'a bougé. On aurait pu entendre une mouche voler. Mazarine avait le visage livide. L'avocat s'est rassis, sa plaidoirie en miettes. La présidente du tribunal a retiré ses lunettes. Elle a regardé Mazarine avec une froideur intense. Madame, a-t-elle dit, sa voix ne laissant place à aucune interprétation, non seulement votre plainte est irrecevable, mais elle est indécente. Les preuves de l'intention claire et lucide de votre père sont irréfutables. Il semble, au contraire, qu'il ait fait preuve d'une prévoyance remarquable. Le tribunal confirme la validité de la cession des parts. L'affaire est classée. Le marteau est tombé. Le son sec a scellé ma victoire. Je me suis levé. Maître Dubois m'a serré la main. En sortant, je suis passé devant le banc de ma famille. Mazarine me foudroyait du regard, une haine pure dans les yeux. Mais j'ai croisé le regard de ma mère. Elle ne me regardait pas. Elle regardait sa fille aînée. Et j'ai entendu, à peine plus fort qu'un souffle, la seule chose qu'elle ait dite de toute la journée. Tu as fait tout ça, pour de l'argent, a-t-elle murmuré à Mazarine. Et tu as tout perdu. Tu as tout détruit. Je suis sortie du tribunal, seule, mais droite. La guerre était terminée. J'avais la maison. Mais que fait-on d'une maison pleine de fantômes? Je suis retournée à Les Embruns cet après-midi-là. Ce n'était plus une scène de crime, ni un champ de bataille. C'était juste une maison. Ma maison. Je suis entrée. Le silence était différent. Ce n'était plus le silence de l'exclusion ou de l'abandon. C'était un silence en attente.
Un silence paisible. J'ai passé le reste de la journée à marcher de pièce en pièce. J'ai ouvert les placards. J'ai retrouvé mes vieux livres d'enfants, une petite boîte en bois contenant des coquillages que j'avais ramassés avec mon père. Dans son bureau, j'ai trouvé ses carnets de navigation, sa calligraphie élégante décrivant les marées et les vents. Chaque objet était une encre dans le passé, mais une encre qui ne me tirait plus vers le fond. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai juste ressenti le poids des choses. Le poids de l'histoire. Et pour la première fois, ce poids ne m'écrasait pas. Il me donnait une base. Le lendemain, quelqu'un a sonné. C'était Faustine. Elle n'avait pas amené de champagne. Elle avait amené 2 rouleaux de peinture, des pinceaux, et une bâche. J'ai pensé que cette couleur, crème vanille, était un peu déprimante, a-t-elle dit avec un sourire. Ça sent la vieille dispute. J'ai pris un bleu océan. Qu'est-ce que tu en penses? Nous avons passé le week-end en salopette, à repeindre le salon. Nous n'avons pas parlé de Mazarine. Nous n'avons pas parlé du procès. Nous avons parlé de nos vieux professeurs d'université, de son nouveau petit ami, de mon dernier dossier à Paris. Nous avons mis de la musique. Nous avons commandé des pizzas que nous avons mangées à même le carton, assises sur la bâche. Et en peignant, c'était comme si je recouvrais les vieilles couches de tristesse, de négligence, de colère. Chaque coup de pinceau était un nouveau départ. Le bleu vif recouvrait le jaune passé, comme la mer recouvre le sable à marée haute. C'était une thérapie. Le dimanche soir, nous étions assises sur le perron, épuisées, couvertes de peinture, regardant le coucher de soleil sur la mer. La maison sentait le neuf. Elle respirait à nouveau. Alors, m'a demandé Faustine, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas la vendre? La garder comme maison de vacances? J'ai regardé l'horizon. J'ai pensé à mon armure de verre à la Défense. J'ai pensé à ces 10 années de solitude, à cette quête de validation par le succès, à cette course effrénée pour prouver que j'existais, que j'avais de la valeur. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Peut-être que je vais réduire mon temps à Paris. Peut-être que je vais ouvrir un petit cabinet de conseil ici, à Saint-Malo. Travailler moins, respirer plus. Faustine a souri. La marée se retire de la ville? J'ai ri. Un vrai rire, qui venait du ventre. Un rire que je n'avais pas entendu depuis des années. Exactement. L'armure à Paris, elle est lourde à porter. Mais ici, j'ai regardé la façade blanche, maintenant propre, de la villa. Ceci, ce n'est pas une armure. C'est ma peau. Ils ont essayé de m'effacer de l'histoire de ma famille. Alors, je suis devenu l'auteur de cette histoire. Cette maison n'est pas un trophée de guerre. C'est le début de mon nouveau chapitre. Un chapitre où je n'attends plus d'être invité. C'est moi qui envoie les invitations maintenant. Si mon histoire a réveillé quelque chose en vous, une injustice que vous avez subie en silence, un combat que vous avez dû mener seul, s'il vous plaît, partagez-le. Laissez un mot dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul. Nos histoires sont nos plus grandes forces. Parfois, on ne peut pas choisir sa famille. Mais l'on peut toujours choisir qui on devient à cause d'elle. N'essayez pas de regagner une place à leur table. Construisez la vôtre. Et si vous le pouvez, reprenez la maison qui va avec. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti cette colère, cette tristesse, puis cette justice, laissez un pouce levé. Cela m'aide vraiment à savoir que ces histoires comptent et me donne la force de continuer à les partager. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Prenez soin de vous.